Elle faisait souvent le même rêve depuis qu'elle avait fait ses films sur le réchauffement climatique. Ces images de fronts de glaciers lui évoquaient Hiroshima et résonnaient parfaitement avec tout ce qu'elle a vu en Arctique et en Antarctique. Mais que peut-on faire quand on prend la vraie mesure d'un danger aussi énorme? Certainement pas un autre film sur les expéditions extrêmes. Non, il valait mieux voir comment les gens réagissaient, comment pouvait-on relever les défis. Avant 10 ans, le moteur à eau, ce qui est une façon de parler, sera opérationnel et compétitif. Qui peut bien dire ça? Certainement pas la famille Bush, pas l'OPEP, pas la Russie, pas les producteurs. Alors qu'est-ce qui reste? Ben, il reste l'Europe et ou le Japon. Voilà un pari européen qui peut se gagner et qui mérite de l'être. On parle beaucoup d'hydrogène. Alors l'hydrogène, ce n'est pas une source d'énergie qu'on trouve dans la nature. C'est un vecteur énergétique au même titre que l'électricité et il faut de l'énergie pour le produire. Actuellement, si vous voulez avoir une voiture à pile à combustible, c'est 100 fois plus cher qu'une voiture normale, plus de 100 fois plus cher. Et on ne gagnera pas ce facteur 100 en quelques années, voire même quelques décennies. Les ruptures technologiques, si nous devons les préparer et les rechercher, ne peuvent constituer à elles seules notre espérance, puisque certaines de ces ruptures sont hypothétiques. En la matière, nous ne devons donc pas trop céder aux dérives utopiques qui nous entraîneraient si loin du problème qu'elles finiraient par nous faire croire soit que ce problème est inexistant, soit qu'il serait résolu du seul fait du temps qui passe. Contrairement à ce qu'on dit, il y aura toujours du pétrole, du charbon et du gaz. Il faut beaucoup se méfier des prévisions parce qu'on ne sait pas comment réagira la société au renchérissement des hydrocarbures. Alors, à mon avis, on a encore beaucoup de temps devant nous parce que cette évolution sera lente, progressive, que la société s'y adaptera. Une raison évidente qui milite contre la primauté du risque climatique dans la liste des priorités des politiques publiques, c'est le fait que les bénéfices que l'on peut attendre des efforts que nous pourrions faire aujourd'hui, que nous faisons déjà aujourd'hui en termes de réduction de ces émissions de CO2, ces bénéfices sont relativement éloignés. On parle de dizaines, de centaines d'années, alors que les coûts sont immédiats. Les possibilités d'investissement pour améliorer le bien-être des générations futures sont très très larges et évidemment peu d'entre elles peuvent être réalisées aujourd'hui étant donné nos capacités de financement limitées. Non, la science n'avait pas sous la main des solutions crédibles et applicables à court terme. Dès qu'on parlait d'énergie, vieille ou nouvelle, on tombait immédiatement dans un monde shakespearien, fait de bruit et de fureur, déchiré par des guerres d'intérêt tout simplement colossaux. Non, il lui fallait des chercheurs plus détachés, des spécialistes de modes de vie et des mécanismes par lesquels la société peut agir sur son environnement. Un livre a attiré son attention. Société hyper moderne, où ces événements nous dépassent, feignant d'en être les organisateurs. Elle a contacté son auteur, François Hacher, peut-être pour faire un nouveau film avec lui. François Hacher lui a expliqué que toute société ne se pose que des problèmes qu'elle peut résoudre. Notre société moderne, rationnelle et capitaliste, ne peut agir autrement que de manière rationnelle et capitaliste, c'est-à-dire en créant de nouveaux objets, comme des technologies propres par exemple. Bref, de nouvelles marchandises. Les technologies nouvelles offrent des perspectives de plus d'efficacité, de plus de rapidité que le discours politique sur le changement des modes de vie. Et quand j'entends un certain nombre d'écologistes vouloir éduquer les gens, je pense qu'on peut les sensibiliser, mais que la conséquence principale de cette sensibilisation sera de favoriser le marché et que
dans une société comme la nôtre, c'est finalement peut-être par le marché qu'on a une chance de s'en sortir. La modernité, c'est le souci de maîtriser les choses, de maîtriser le monde. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que cette maîtrise du monde n'est pas illusoire? Et donc, est-ce que ce qui est important, c'est de maîtriser le monde ou avoir l'impression qu'on le maîtrise? Oui, on maîtrisait quand même beaucoup de choses. Rien qu'autour d'elle, il y avait des tas d'objets acheminés du monde entier pour un usage quotidien. Le temps détournait la tête et on passait d'un continent à l'autre. Les orchidées des Kenya, les roses d'Équateur, les fruits des Antilles, les crustacés et les crevettes de Madagascar. Et il y en avait même de jolis poissons prélevés dans toutes les mers chaudes de la planète et transportés délicatement avec leurs habitats respectifs. Mais c'est son dentiste qui faisait des photos de poissons, comme le monde était petit. Les dentistes, qui faisait également de la plongée dans 4 coins du globe, lui a expliqué les astuces pour que les photos prises dans un magasin parisien ressemblent à s'y méprendre aux photos de récifs coralliens des Maldives ou du Pacifique. Il y avait même le don de la mer. D'ailleurs, il fallait qu'elle s'occupe des siennes. Elle avait déjà vu ces images. Elle trouva l'Afrique très photogénique. Décidément, son dentiste ne s'occupait pas que des poissons lors de ses voyages. Elle trouva ça formidable. À chaque geste du dentiste, elle demanda la provenance des outils employés. La fraise était fabriquée en Israël, mais l'acier venait de la Suède et les diamants de l'Afrique du Sud. La brosse à ultrasons était made in USA, mais les pièces étaient assemblées en Chine, testées aux Philippines, avec des composantes plastiques et métalliques du monde entier, sans parler d'ordinateurs, de lasers, de radiographie. Elle pensa au nombre de kilomètres parcourus par ces objets pour qu'elle puisse avoir les soins de qualité. Oui, l'économie du marché faisait des miracles. Et oui, notre société était moderne, rationnelle et capitaliste. Elle était même hyper moderne, hyper rationnelle, hyper capitaliste. Il ne lui fallait pas beaucoup d'efforts pour comprendre le revers des informations qu'elle venait de recueillir, qu'elle avait en fait sous les yeux en permanence.
Alors c'était ça son nouveau projet. Elle allait faire un film en Afrique, dans un monde qui criait aux énergies pas chères et au développement rapide. Quel rêve, quel cauchemar vais-je avoir avec ces projets, se demanda-t-elle. Mais cela n'avait plus tellement d'importance. Il y avait une certaine ivresse dans le fait d'être adulte. Et lucide.